maintenant on a du public derrière nous, donc il faudra faire des petits tours de chaise quand vous parlerez. D'accord ? Ça apportera un petit peu d'animation. Bon, merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de la tribune. Ensemble, on va parler du côté économique après avoir abordé le côté sociologique de cette transition climatique. Alors, on a une vingtaine de minutes, donc je vous demanderai tous les trois d'être concis dans vos réponses afin qu'on ait le temps d'aborder ensemble les sujets prévus et qu'on puisse prendre une ou deux petites questions du public. Je vais commencer avec vous, Caroline Tourelle, dont je vous présente. Vous êtes la directrice expérience client et RSE de la Banque Populaire Occitane. Mais avant d'être une banque, vous êtes aussi une entreprise concernée par cet enjeu de transition énergétique, avec de fait un important patrimoine foncier immobilier. Alors, quel investissement ça représente pour vous, cette transition climatique ? Quel travail vous menez sur votre réseau d'agences ? Alors déjà, la transition énergétique pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. On a construit nos bâtiments sur Balma en 2011 et à l'époque, on était sur des standards évidemment anciens, hein, de consommation d'énergie et de conception du bâti. Mais à l'époque, on a déjà installé 1300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur nos toits. Et donc ça, c'était quand même une nouveauté en 2011 sur un bâtiment tertiaire. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est que les valeurs de transition énergétique, c'est des valeurs qui sont portées aussi par nos salariés. C'est important chez nous, chez Banque Populaire Occitane, que nos collaborateurs soient des collaborateurs à impact. Et ça, c'est important pour nous dans leur vie personnelle, mais également dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'ils éteignent la lumière en partant du bureau. Exactement. Ça fait partie des petits gestes, les petits gestes du quotidien qu'évoquait tout à l'heure Jean-Louis Etienne. Et puis il y a un sujet dont vous me parliez de coûts qu'on peut évoquer en effet plus particulièrement, puisqu'en ce moment on est en train de rénover notre site sur Balma, donc bâtiment de 2011, et on veut améliorer notre performance énergétique. Donc c'est vrai que c'est un projet ambitieux. Et pour parler donc concrètement de coûts, forcément quand on veut faire un bâtiment à faible consommation, avec des matériaux propres, avec de la peinture biosourcée, avec du réemploi de matériaux, c'est un surcoût qui va être porté au niveau de l'investissement. Et on est à peu près à plus 20% de surcoût sur ce projet. Ça représente combien si on est très terre à terre Alors, je ne pourrais pas être très terre à terre parce que comme c'est un projet qui est en cours, on est encore sous appel d'offres et donc je ne pourrais pas vous donner de montant, mais en tout cas, je vous donne des montants approximatifs par rapport à un coût standard. Par contre, quand on regarde ce surcoût donc de plus 20%, à côté de ça, il faut regarder aussi les consommations et la réduction de consommation qu'on va avoir dès 2025, qui sera la fin normalement de notre chantier. Et là, on est à moins 60% de consommation d'énergie. Et donc, c'est vrai que c'est un investissement aujourd'hui avec un surcoût, mais pour demain, une réduction d'énergie et moins d'émissions. Donc, il faut regarder le jeu des sommes positives et négatives. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va continuer avec vous, François Chollet, ce petit tour de table d'introduction. Vous êtes le vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transition écologique. Jean-Luc Moudin vous a introduit tout à l'heure. Un petit peu même question pour vous. On a eu le témoignage d'une entreprise, maintenant le témoignage d'une collectivité, transition climatique, environnementale, combien ça coûte ? Alors, je sais que la question est compliquée parce que tout dépend ce qu'on met dedans, mais bon, est-ce que vous avez un petit chiffre à nous donner ou plusieurs chiffres ? Et puis le risque, c'est de passer pour faire de la langue de bois. Je vais essayer de ne pas la faire. Si je regarde très précisément, je me suis amusé, puis après vous avoir eu au téléphone cette semaine, à voir avec les services sur différents thèmes, et je l'ai là, la mobilité, la rénovation énergétique, les énergies renouvelables de récupération, les grands projets, les grands parcs, les fonds de concours divers que nous avons. Si je reprends les lignes, on est à 800 millions d'euros à peu près pour cette métropole sur la totalité du mandat. Mais il n'y a pas là derrière, il n'y a pas par exemple les écoles qui sont à énergie positive. Toutes celles qu'on il y a aussi un plan de débitumisation qui a été enclenché aussi. Exactement. Qui fait partie, qui rentre dans ces dépenses-là. Il n'y a pas toutes les grandes constructions des bâtiments métropolitains ou de la ville ne sont pas inclus. Les 3 milliards de TCO qui sont destinés... le métro, est-ce qu'on le met dedans ou pas ? On le met pas dedans. Donc c'est difficile, vous voyez, d'aller là derrière. En revanche, moi, je voudrais intervenir sur un élément très, très, très important pour nous, c'est en fait la notion d'investissement plus que de budget. En fait, lorsqu'on rénove sa maison, il y a un bénéfice. On investit et puis il y a un gain énergétique qui fait que lorsqu'on met des panneaux photovoltaïques,
on a un chèque de 2 000 €, ce que vous disiez, monsieur Étienne, tout à l'heure. Donc, en fait, la question des collectivités et la nôtre aujourd'hui, c'est celle de la capacité d'investissement, la capacité de générer un modèle économique qui nous permette justement de massifier l'action. Les actions sont connues. Vous parliez des toits de Toulouse. Effectivement, nous avons vu les toits de Toulouse. Mais par exemple, les bâtiments de France refusent qu'on mette des panneaux solaires en centre-ville. Au centre-ville. Il y a plein d'incohérences. Mais vous voyez, moi, je tournerais plus la question en capacité d'investissement, en ingénierie financière, en ingénierie pas que financière d'ailleurs, parce qu'il faut suivre derrière, il faut pouvoir réaliser les travaux, qu'en termes de masse budgétaire. Faut apporter. Faut faire l'apport au début. C'est bien beau de dire qu'il y a des gains derrière, mais c'est vrai que le problème, c'est ce que disait Monsieur le maire, c'est qu'il faut aussi soutenir les citoyens. C'est aussi votre enjeu, j'imagine. Effectivement, hein, donc si on considère donc ce problème, il se situe au niveau des collectivités, et c'est la dynamique de la collectivité qui doit trouver des capacités d'investissement à travers une nouvelle ingénierie financière. Et cette ingénierie financière, on la retrouve chez les citoyens. Par exemple, nous avons des réunions publiques sur la rénovation énergétique qui ont beaucoup de succès parce que les citoyens sont motivés par le fait de rénover et de réduire leur facture énergétique dans leur logement. Donc on a beaucoup de réunions dans ce sens-là qui nous montrent que ce modèle économique, il est déclinable sur les citoyens et qu'il faut amener aux citoyens cette capacité de retour sur investissement et amener aussi, être capable, c'est un peu aussi le rôle de la métropole, d'aller vers les citoyens, de montrer ceci. Merci beaucoup François Chollet. Je vois que vous acquiescez. Gabriel Collettis, donc j'imagine que vous rebondirez sur ce qui vient d'être dit par François Chollet. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'université de Toulouse-Capitole et chercheur au LEREPS. Alors, on a eu 2 témoignages sur le coût micro, maintenant sur le côté macroéconomique. Quel pourrait être le coût global de cette transition climatique ou, à contrario, le coût de l'inaction? Bercy a sorti, ministère de l'économie a sorti un chiffre cette semaine qui parle de 110 milliards d'euros par an à partir de 2030. Bon, tous les économistes, vous-même vous me l'avez dit, c'est compliqué de donner un chiffre très précis, mais bon, aujourd'hui c'est que des ordres de grandeur. Oui. Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que la question sémantique, comme ceci a été évoqué tout à l'heure par une collègue, est très importante. Donc, effectivement, si on raisonne tout le temps en termes de coût, un coût, par définition, c'est quelque chose qu'on cherche à réduire. Voilà, donc si on reste sur une sémantique en termes de coût, eh bien, je pense qu'on n'avancera pas. Donc je pense qu'effectivement, la notion d'investissement est beaucoup plus intéressante que la notion de coût. Donc c'est effectivement un investissement qui doit être fait au niveau individuel comme il doit être fait au niveau collectif. Alors, si je reste donc sur une logique qui est une logique d'investissement, le premier rapport à ma connaissance qui a été fait sur le coût sur l'investissement que nous devons faire, pardon, c'est difficile. Hein. Lapsus révélateur. Voilà, tout à fait, oui, mais je suis économiste aussi. Hein, voilà. Donc, on calcule souvent des coûts en économie. Donc, l'investissement qui doit être fait en matière d'action climatique, la première étude qui a été faite sérieuse, ça a été faite par un économiste qui s'appelle M. Stern, et il nous disait, il y a à peu près 20 ans de ça, que le coût d'une action préventive, c'est-à-dire pour éviter donc, cette trajectoire de réchauffement climatique, le coût d'une action préventive, c'était 1% du PIB. C'était en réalité en 2006. Les choses ont évidemment beaucoup évolué, malheureusement pas dans le bon sens. Mais à l'époque, en 2006, il différenciait donc un investissement 1% du PIB pour une action préventive et il disait 6% pour une action qui n'est pas préventive mais qui est en réaction. C'est-à-dire on subit en quelque sorte le réchauffement climatique, on réagit par la suite et donc on répare en quelque sorte. On n'est pas en prévention, on est en réparation. 6%. Donc vous voyez déjà, dès 2006, il y avait cette distinction qui était très importante qui était opérée entre un investissement préventif et un investissement en quelque sorte réactif de réparation, subi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les études économiques nous disent? Elles nous disent à peu près la même chose. Hein. Je vais donc répondre à votre question. Hein. Elles nous disent, ça c'est un rapport très récent de l'ADEME, qui fait les choses très bien, de décembre 2023. Donc on est maintenant, hein, c'est décembre 2023. Alors ce que l'ADEME nous dit, c'est que si on ne fait rien, c'est donc le scénario de l'inaction, le recul du PIB devrait être environ de 5%. Donc 5%, 6%, c'est quand même, vous allez me dire, c'est pas
c'est pas énorme, 5%, Ça va, 6%. ça passe. Mais non, mais 5%, 6% du PIB, monsieur l'économiste, c'est énorme. C'est tout à fait considérable. Là, je vous rappelle quand même que lorsque nous avons subi tous la crise sanitaire, le recul du PIB a été entre 9 et 10%, alors que nous étions en confinement, que la situation économique et sociale était quand même extrêmement difficile. Donc, ce sont des ordres de grandeur qui ne sont pas extrêmement éloignés. Alors, je terminerai quand même peut-être par une chose, qu'il y a un rapport qui a été fait, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle le rapport Pisani-Ferry, dont vous avez probablement entendu parler, et qui chiffre l'investissement jusqu'à 2030-2040 pour effectivement faire face à ce réchauffement climatique à peu près 4 à 5% du PIB. C'est un investissement. Donc ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc la question... PIB mondial ou français? Français. Mais les chiffres sont à peu près les mêmes pour les États-Unis, ils sont un peu différents dans leur structure pour la Chine. Ce qui est important, c'est de comprendre que cet investissement, il répond davantage à des logiques d'incitation qu'à des logiques de prélèvement. Si on dit aux Français, vous allez devoir payer plus d'impôts, on sait ce que ça donne. Mais on n'est pas dans ce que vous disiez tout à l'heure, madame, qui est la participation, l'action volontaire, etc. Si par contre on dit aux gens, non pas vous allez payer plus d'impôts, mais on va vous aider, on va vous inciter à avoir des comportements vertueux, ce que disait tout à l'heure M. Moudin, ce que vous disiez aussi M. Etienne, on va vous inciter à avoir des comportements plus vertueux en matière de mobilité, en matière de logement, en matière d'alimentation. Je pense que ça passera beaucoup mieux que si on dit aux gens, vous allez devoir payer plus d'impôts. Et c'est le même discours par rapport aux entreprises. Si on dit aux entreprises, vous allez devoir payer davantage de taxes, je pense que ça ne passera pas très bien. Par contre, si on incite les entreprises à aller dans la bonne direction, si on les soutient pour aller dans la bonne direction, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça passera beaucoup mieux, je crois. Mais il faudra être plus court sur la seconde question, Gabriel. Sinon, on ne pourra pas donner la question un peu. Alors, pour continuer avec vous, Caroline, vous venez de lancer la Banque de la transition énergétique, qui est une marque, qui n'est pas un nouvel établissement financier, j'insiste sur ce point. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que votre structure en interne n'était pas adaptée à cette évolution de l'économie, de la société, ou, sans vouloir être trop méchant à votre égard, ou c'est qu'un concept marketing? Alors déjà, le réchauffement climatique, c'est un sujet de société, et on a tous une responsabilité commune. Tout à l'heure, M. Dabi disait que c'était 82% des Français qui étaient inquiets sur la notion de réchauffement climatique. Donc il y a vraiment une attente sur ce sujet-là. Donc le point de départ, il est là. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donner un coup d'accélérateur dans notre politique de soutien des projets écologiques et sur notre territoire, parce que ça, c'est important pour nous. Donc la Banque de la transition énergétique, c'est en effet une marque. Et cette marque, elle a une ambition. L'ambition, c'est en effet de financer des projets de transition sur notre territoire. Et elle a aussi un engagement, et je reviens sur la question, qui est d'assurer une traçabilité parfaite entre l'argent qu'on collecte sur des produits verts et qui permettent de... Exactement, épargne verte. Donc chez nous, on a le levier de transition énergétique, on a des comptes à terme verts pour les entreprises. Et cette épargne, on l'adosse automatiquement à des prêts pour financer la transition. Et là-dessus, on a une traçabilité parfaite, ce qui nous permet en effet de répondre à cette question-là. Parce qu'évidemment, avant, on en avait aussi. Alors, beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Mais ça nous permet vraiment d'assurer en tout cas cette traçabilité. Et aujourd'hui, à fin septembre, on était déjà à 40 millions à peu près de prêts engagés sur la partie de transition, ce qui est un montant très significatif. En un an, c'était début d'année le lancement. Exactement. Est-ce qu'il y a très rapidement, ça a impliqué aussi des nouvelles formations de vos collaborateurs? Parce que j'imagine on ne regarde plus les demandes de financement comme on les regardait aujourd'hui, comme on les regardait hier. Oui, complètement. La formation des collaborateurs, elle est nécessaire sur ces sujets-là parce que ce n'est pas des sujets avec lesquels on est très habitué de travailler. Donc, clairement, ça demande de la formation. Ça demande aussi de spécifier l'accompagnement, en effet, qu'on va faire auprès d'un particulier, auprès d'une entreprise. Tout à l'heure, M. Moudin évoquait les bilans énergétiques. Voilà, c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement, en tout cas, qu'on doit être, nous, en capacité de proposer à nos clients pour les accompagner, que ce soit des particuliers, des professionnels, des entreprises. Même question pour vous, Monsieur Chollet. Est-ce que donc on parlait d'un budget adapté à cette nouvelle donne climatique.
Mais concrètement, au sein des services, est-ce que ça a changé l'organisation des services? C'est vrai que par exemple, pendant la campagne municipale, monsieur le maire avait indiqué vouloir donner plus de poids à votre délégation, faire une super délégation un peu transversale. Concrètement, dans les coulisses, est-ce que ça s'est matérialisé? Est-ce qu'il y a eu des changements profonds? Alors ça, c'est l'aspect au niveau des élus, mais oui, il y a un changement d'organigramme de la métropole, de Toulouse Métropole. Et Jean-Luc Boudin l'a promu, l'a réalisé. On a créé une direction des transitions et qui s'occupe, et donc qui a un niveau de hiérarchie très élevé, immédiatement à côté du directeur général des services. Qui est le numéro 2 après le directeur de cabinet, grosso modo, dans les collectivités. Et dont la fonction est d'assurer la transversalité. Parce que la question de fond qui se posait dans le fonctionnement de la métropole, c'est que les gens se parlent. Chacun est habitué à travailler en silo, selon sa spécialité. Et c'était fondamental pour nous d'avoir un changement de paradigme. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, c'est un peu technique, mais on voit très nettement les deux grands textes qui étaient le plan d'urbanisme, le PLUIH, et le plan de déplacement urbain, qui sont les deux grands textes qui gèrent les politiques publiques. Maintenant, n'être lu qu'à l'aune du plan climat, troisième texte qui revient et qui vient coiffer, alors que ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 4-5 ans, les grands textes métropolitains. Donc oui, les changements d'organigramme, changements de paradigme aussi. Justement, Gabriel, vous parlez de baisse du PIB en cas d'inaction, est-ce qu'on parle souvent, certaines personnes pensent que la décroissance serait la réponse appropriée à cette réponse climatique. Vous, quel est votre regard sur ça? Est-ce qu'il faut reculer pour mieux revenir? Comment vous projetez? Alors, très clairement, je pense que 5 points de croissance en plus ou 5 points de croissance en moins ne changeraient absolument rien. Même si ceux qui pensent que la croissance économique est nécessaire, ils ont raison pour avoir davantage d'emplois, davantage de recettes fiscales, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, je vais m'en expliquer. Mais 5 points de croissance... Pas en 10 minutes, par contre, Gabriel. Non, en 30 secondes, très bien. 5 points de croissance en moins, ça ne changerait pas grand-chose de mon point de vue non plus. Ce que je pense, c'est qu'il nous faut élaborer un nouveau modèle de développement. Ce qui est différent d'un modèle de croissance. Et dans ce nouveau modèle de développement, il me semble qu'il y a 2 éléments qui sont très, très importants. C'est la décarbonation et la promotion d'une économie circulaire. Donc très brièvement. Ça tombe bien, on a Thomas Devino qui vient d'arriver, qui parlera d'économie circulaire dans quelques minutes. Ben c'est très bien, donc je vous laisserai la parole. Peut-être on ne sera pas complètement d'accord, on verra. La décarbonation... il faudrait plutôt parler de défossilisation en réalité, c'est-à-dire faire reculer les énergies fossiles, tout ce qui produit de dioxyde de carbone, etc. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi? Parce que le carbone, c'est un élément essentiel du vivant. Nous sommes tous composés également de carbone. Et je crois que le terme de décarbonation est un terme qui est trop général, qui est trop global. Le problème, ce n'est pas de décarboner, le problème, c'est de défossiliser. Faire en sorte que si on émet effectivement du dioxyde de carbone, eh bien, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il est réutilisable? Est-ce qu'il n'est pas réutilisable? Je pense que globalement, il est assez mal réutilisable. Je pense que les projets qui sont des projets en fait de stockage, captage, posent davantage de problèmes qui ne résolvent véritablement. Ce n'est pas vraiment la solution, mais ça c'est un débat qui est un débat un peu difficile. Et ce que je crois d'une manière générale, c'est que la meilleure façon de décarboner, en fait, de défossiliser, c'est de développer l'économie circulaire. Mais développer l'économie circulaire, pour moi, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, c'est pas tellement le recyclage. Parce que le recyclage a un coût énergétique qui est extraordinairement élevé, un coût de collecte qui est très important. Donc en fait, plutôt que de chercher à développer une économie circulaire dans le sens de recyclage, il faut développer plutôt une économie circulaire dans le sens de réparer, faire durer les produits, assurer la durabilité, etc. Et je voudrais terminer, juste, excusez-moi d'être un peu long, par le fait que de ce point de vue-là, les territoires sont des lieux parfaits pour l'économie circulaire. Si on réfléchit à ce qu'est une économie locale, c'est une économie avec beaucoup de boucles. Et ces boucles-là permettent d'économiser les matières, permettent d'économiser l'énergie. Et probablement, si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, on le fera très bien en développant les économies locales. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, restez avec moi tous les trois. On va prendre 2 petites questions du public. Je me mets debout, comme ça je vais un peu faire face à tout le monde.
Bastien, c'est vous le gendarme. Quelles sont les meilleures questions qu'on a? Alors, il y a aussi 5 autres limites planétaires en dépassement. Est-ce qu'investir pour réduire l'impact climatique amènera suffisamment de co-bénéfices? Ça, j'imagine que c'est pour Gabriel. Enfin, après, François Chollet et vous, Caroline, si vous voulez apporter une réponse, pas de souci. Hein. Moi, je pense qu'en effet, la question est très, très pertinente. Hein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nouveaux modèles de développement. Le nouveau modèle de développement, il ne va pas se jouer uniquement sur le réchauffement climatique. Il va se jouer sur la biodiversité, évidemment. Il va se jouer sur des dimensions comme, par exemple, la pollution, comment on fait reculer la pollution. Enfin, tout un ensemble de choses qui, finalement, font système. Et je suis bien d'accord pour dire qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a bien d'autres enjeux. Un petit commentaire, vous deux? Non. Question suivante? Non. Question suivante, Bastien. Comment concilier mécanismes incitatifs qu'il faut multiplier et diminution des dettes publiques? Ça, vaste question. Ouais. Mais j'aimerais quand même avoir Gabriel, je vous laisserai répondre. J'aimerais quand même avoir le témoignage de la collectivité sur cette question. On a beaucoup parlé justement d'inciter par des aides, mais à contrario, voilà, comment on équilibre les comptes publics? La question, c'est de déterminer quelle est la politique et quels sont les axes politiques. La dépense, vous parliez des aides et des mécanismes incitatifs, elle est promue par un objectif politique. Lorsque Jean-Luc Moudenc a parlé de toutes les aides que nous avons mis en place, ces aides s'inscrivent dans un programme qui est celui d'un soutien à diverses actions, et en particulier au changement de véhicule, etc. Donc, je ne pense pas qu'on puisse assimiler ça à de la dette. On est dans un budget. On est dans un choix budgétaire. On disait investissement plutôt que... Voilà, on en revient à cette logique-là. Donc, si vous ne laissez pas considérer comme de la dette, on a choisi, et c'était l'axe de la décision du président de Toulouse Métropole et de ses équipes, de dire, il nous semble, et c'est le choix qu'on fait, que cette politique incitative est adéquate. Et donc, les moyens ont été mis. Mais ce n'est pas assimilable à de la dette. Alors, avant de prendre une dernière question du public, j'aurais une question pour vous, Caroline. Est-ce que, avec cette banque de la transition énergétique, est-ce qu'il y a l'idée d'être très sélectif dans les dossiers et d'avoir peut-être un plus gros taux de refus, mais quitte à challenger un peu les entreprises, en fait, hein? Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, hein, parce qu'aujourd'hui, nous... Est-ce que ce n'est pas la solution, peut-être? Je ne suis pas sûre que ça soit la solution, parce que sinon, ça veut dire qu'on tue aussi la vie économique sur notre territoire, et on est là aussi, nous, pour la soutenir. Banque Populaire Occitane, c'est la banque d'une entreprise sur 2 sur le territoire, donc on compte quand même beaucoup en tant qu'acteur pour accompagner les entreprises. Et nous, on est plutôt dans la notion d'échange et d'être sûr que nos clients entreprises entreprennent une transition environnementale, parce que s'ils ne le font pas, demain, ils seront plus attractifs, ils seront plus compétitifs, et donc ça met en danger la pérennité de l'entreprise. Donc nous, c'est plutôt sur cet axe-là qu'on le travaille, mais aujourd'hui, on n'est pas dans l'accord ou le refus d'un crédit en fonction de la transition. De la bienveillance. C'est un mot très à la mode en ce moment. Une dernière question, Bastien? Non, je fais comme vous avez fait tout à l'heure, Pierrick. On vous applaudit, merci. Bon, merci beaucoup à tous les trois, on peut les applaudir. C'est un prêté pour un rendu, cher Pierrick Merlet. Troisième temps fort et je vais présenter comme Pierrick, dos à la caméra, de la grande tribune du climat. Ah pardon, c'était là. On s'intéresse aux innovations et aux nouveaux métiers. Et pour en parler, je reçois l'adjointe au maire de Toulouse en charge de l'emploi et de l'insertion. C'est Isabelle Ferrer, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. On parle beaucoup, Isabelle, de métiers verts. Ça va être le sujet de notre échange rapide. Comme vous l'avez compris, ce soir, on enlève tout le gras. Enfin, pas à mon niveau, mais merci. Globalement. Je parlais pour moi, pas pour vous. Alors, face aux mutations qui sont à l'œuvre aujourd'hui concernant ces fameux métiers verts en France, c'est quoi les spécificités du territoire de Toulouse Métropole ? Alors, peut-être juste brosser un peu, contextualiser un petit peu le sujet. Donc, rappeler que dans le rapport du think tank de Jean-Marc Jancovici, il est annoncé à horizon 2050 la création d'1 million d'emplois verts et verdissants France entière. Et en parallèle, la disparition, du coup, de 800 000 emplois France entière.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par emploi vert ou emploi verdissant? Alors, les emplois verts, ce sont ceux qui sont directement liés à la transition écologique. Donc, tous les métiers qui tournent autour de la biodiversité, des énergies renouvelables, de la gestion des déchets, etc. Et puis, les métiers dits verdissants, ce sont tous ceux qui existent aujourd'hui, mais qui, compte tenu des évolutions réglementaires, des évolutions techniques, de matériaux, etc., sont amenés à évoluer dans leur process, dans leur technique, dans leur application. Et on retrouve dans ce domaine-là, dans les métiers dits verdissants, tous les métiers du bâtiment, des travaux publics, du transport et des mobilités. Voilà, donc ça c'est important d'avoir en tête. Important également d'avoir en tête qu'aujourd'hui, 65% des jeunes aspirent à travailler dans des entreprises qui mettent en œuvre une politique environnementale. Et donc, fort de ce constat, évidemment, nous, collectivités locales, on est obligé de se saisir du sujet pour essayer d'attirer et d'informer les publics sur l'existence de ces métiers verts et de ces métiers verdissants et d'amener les Toulousaines et les Toulousains à s'orienter vers ces métiers-là. Donc, on mène un certain nombre d'actions avec les partenaires du territoire. Aujourd'hui, sur le territoire de la métropole toulousaine, ce sont 25 000 établissements qui emploient 75 000 personnes et qui travaillent autour de la transition écologique. Donc ça veut dire que c'est un tissu important, un vivier important d'emplois qu'il faut faire connaître. Et nos actions, alors il s'avère qu'aujourd'hui, on a ouvert la première édition d'un forum emploi dédié au métier de la transition écologique qui a duré toute la journée aujourd'hui sur Toulouse, qui a regroupé plus de 120 intervenants exposants dans 36 entreprises qui avaient des offres d'emploi. Et là, je n'ai pas les chiffres puisque le forum s'est terminé à 17h, mais en tous les cas, à la mi-journée, on avait explosé tous les compteurs. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on avait une population très diversifiée. On avait à la fois des jeunes qui étaient venus pour découvrir les métiers, pour candidater, puisqu'il y avait quand même 180 offres d'emploi qui étaient présentées, mais on avait aussi des gens qui étaient en reconversion professionnelle. On avait des personnes qui souhaitaient aussi créer leur propre activité autour de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on avait des gens curieux qui venaient découvrir un petit peu tous ces métiers autour de la transition écologique. Oui, mais il y a un problème, Isabelle Ferrer, quand même. Il y a des difficultés de recrutement localement dans ces métiers. Il y a des difficultés de recrutement, notamment par la méconnaissance, du fait de la méconnaissance de ces métiers-là. Effectivement, quand on prend les métiers verdissants, les métiers du transport, les métiers du bâtiment ou bien des travaux publics, ce sont des secteurs d'activité qui traditionnellement ont des problèmes d'attractivité. Donc, même en verdissant... ça les rend pas quand même un peu plus attractifs? Ça les rend plus attractifs, mais encore faut-il que le public sache que ces métiers ont verdi. Et donc, c'est tout le travail aussi de la collectivité. Transformation du métier, c'est quand même gratifiant de se dire j'aide une filière à se transformer. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on organise des forums, qu'on organise des mises en relation, qu'on permet aux entreprises aussi de faire découvrir leur métier et de montrer à quel point les entreprises sont engagées globalement dans des démarches vertueuses. Beaucoup sont en démarche RSE, beaucoup répondent aux objectifs que les jeunes recherchent d'avoir des entreprises porteuses de sens, avec des métiers porteurs de sens. Et l'objectif, c'est de faire toutes ces actions pour amener une mise en relation des entreprises et des personnes, parce qu'aujourd'hui, globalement, il y a une méconnaissance de ces secteurs d'activité, de ces métiers, en sachant qu'en plus, il y a aussi le contexte actuel qui fait qu'un certain nombre de ces mêmes secteurs d'activité sont aussi en souffrance par la hausse des matériaux, par l'immobilier qui se casse la figure. Donc, même s'il y a un verdissement de ces métiers, le contexte global est anxiogène et fait que on a quand même des difficultés à les rendre attractifs. Merci beaucoup Isabelle Ferrer. Merci à vous. Merci. Vous repartez sous les applaudissements. Et on retrouve tout de suite pour un entretien croisé Viviana Contreras, Thomas Devino avec Pierrick Merlet sous vos applaudissements là encore.